Bonjour tout le monde. Les 10 et 24 avril prochains, direction les bureaux de vote pour l'élection présidentielle. Le protocole sanitaire a été dévoilé et sera apparemment sans contrainte, même pour les personnes positives au Covid. Pas de passe, pas de jauge et pas de port du masque obligatoire, même si fortement recommandé. Pour l'actualité du jour, voici un résumé en images. Encore un mois de circulation alternée à Montbronne. Pour cause, la deuxième tranche des travaux avec la réfection des trottoirs rue de Bitche est en cours. Deux autres tranches auront lieu en 2023 et 2024. La chaussée sera également refaite. Chantier à la déchetterie de Roulin. Depuis le 1er mars, elle a fermé ses portes, le temps de créer un nouveau local pour le gardien et de sécuriser la bord d'ébène. La réouverture est prévue fin juillet. Je filme le métier qui me plaît. 6 élèves du lycée Tessier de Bitche participent à ce concours. Ils ont tourné leur film aux Cristalleries Saint-Louis. Zaya, panda roux de 8 mois, est la nouvelle ambassadrice de la biodiversité au parc de Sainte-Croix. C'est une espèce menacée dans son habitat naturel. Elle est arrivée le 16 mars. Après acclimatation, elle a découvert son nouvel enclos. Sensibiliser les jeunes aux questions environnementales, c'est possible, notamment à travers un spectacle de marionnettes. C'était le cas avec Aqualo, présenté aux élèves de maternelle à Sarralbe. Hier soir s'est tenue une nouvelle séance du Conseil communautaire du Pays de Bitche. Au programme, des chiffres avec le rapport d'orientation budgétaire suivi d'un débat. David, tu étais sur place. Oui, Rani, la soirée a été consacrée aux finances locales. Dans la chronique, on va revenir sur le compte de gestion 2021 et le débat d'orientation budgétaire 2022. Ce sera dans quelques instants. Et après les chiffres, focus sur la communication gestuelle chez les tout-petits. Apprendre à signer avant même de savoir parler permet de comprendre leurs besoins plus rapidement, mais aussi de les aider à apprendre le langage oral. C'est un reportage à voir dans quelques minutes. Et pour démarrer ce journal, un fait plutôt inhabituel. Aujourd'hui, la publication du Républicain Lorrain est encore perturbée. C'est la conséquence de 2 journées de grève observées mardi et mercredi par une majorité de journalistes au sein de l'ensemble des rédactions du quotidien régional. Il suivait ainsi les recommandations de l'intersyndicale qui réclame une hausse des salaires et des effectifs ainsi que l'amélioration des conditions de travail. L'intersyndicale se réunira de nouveau le 8 avril pour décider de la suite à donner au mouvement. Ce sont des travaux entrepris sur plusieurs années. La commune de Montbronne a lancé un chantier pour la rénovation des trottoirs le long de la RD 83A. La première tranche s'est terminée l'année dernière, la deuxième est en cours. Une circulation alternée a été mise en place pour effectuer ces travaux. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ce n'est pas encore terminé pour la réhabilitation des trottoirs aux abords de la RD 83A qui traverse Montbronne. La deuxième tranche des travaux au niveau de la rue de Bitche est en cours. La première a été finie l'année dernière. La troisième tranche aura lieu en 2023 et concernera aussi une partie de la rue Jeanne d'Arc. La dernière, enfin, se déroulera en 2024 pour les trottoirs d'un tronçon de la rue du Stade. Un chantier qui profite aussi aux habitants. On rectifie un peu les niveaux et le profil et tout ça. On doit réadapter un peu les entrées chez les particuliers, donc il y a des reprises à faire chez eux. Donc après, il y a une partie qui est prise en charge par la commune et certains particuliers nous sollicitent pour des reprises complémentaires. Les anciens trottoirs en très mauvais état sont démolis. Les avaloirs pour l'évacuation des eaux de pluie sont repris. L'entreprise Cola procède ensuite au remplissage, à la mise à niveau et à la mise en place de l'enrobé. Le département prendra ensuite le relais pour la route. Le conseil départemental va nous accompagner pour refaire la chaussée qui elle aussi était dans un très mauvais état, surtout sur la partie entre la rue de Saint-Louis et le rond-point de l'écomarché. Pour les trottoirs, le coût total de l'opération s'élève à 544 000 € hors taxe. Il faudra encore patienter 1 mois avant la fin de la deuxième tranche et la suppression de la circulation alternée. Autres travaux, cette fois-ci à Roulin, au cœur de la déchetterie. Ouverte depuis 2004, elle enregistre chaque année 32 000 passages. Depuis le 1er mars, elle a fermé ses portes temporairement pour cause la création d'un nouveau bâtiment. Plus d'explications dans ce reportage. La déchetterie de Roulin est désormais déserte, mais seulement pour quelques mois, car elle est en pleine rénovation. L'objectif principal des travaux, remettre aux normes le local du gardien. On a détruit et déconstruit, évacué
le bungalow provisoire qui servait de local gardien. Et aujourd'hui, on le reconstruit comme une petite maisonnette de 40 mètres carrés. Ça comprendra un petit local stockage, un bureau, un vestiaire, un sanitaire et une partie douche, toilette. À cela s'ajoutent des travaux de sécurisation des quais aux abords des bennes. Une dizaine d'entreprises s'affairent sur ce chantier à hauteur de 104 000 € TTC, pris en charge par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Pour améliorer donc les conditions de travail des agents et du site, pour permettre aussi, parce qu'on avait mis dans un premier temps, c'était un local qui était provisoire. Et les années passant, on a décidé de proposer quand même quelque chose de plus structuré. Jusqu'à fin juillet, les habitants devront donc déposer leurs déchets au sein des équipements de Sarreguemines, Vousvillers, Zétain ou encore Sarralbe. Et maintenant parlons finances et politique avec David qui va nous décortiquer le dernier conseil communautaire du Pays de Bitche. Et oui, hier soir, c'était le conseil communautaire de la Comcom du Pays de Bitche. 9 points étaient à l'ordre du jour. Ça paraît peu sur le papier, mais le conseil a tout de même duré 5 heures. Au programme, un état des finances de l'année 2021 et une projection sur 2022. La première étape, c'est le retour sur le compte de gestion 2021 avec les recettes et les dépenses de la collectivité dans les différents services. Le point dans ce résumé de Catherine Henrich. Des pages et des pages de chiffres, c'est le passage obligé de ce début de printemps dans les intercommunalités. La CCPB termine son exercice 2021 avec une balance excédentaire, malgré des dépenses de fonctionnement en augmentation. Les 500 000 € supplémentaires par rapport à 2020 s'expliquent par la reprise en régie du Simserhof dont il a fallu combler un déficit qui courait depuis plusieurs années, ainsi que des dépenses exceptionnelles comme les 134 000 € du toit de la halle verrière de Meisenthal emporté par la tempête ou encore le coût du déneigement qui n'avait pas été prévu. Les charges de personnel également sont en hausse. Côté investissement, les compteurs sont également à la hausse. La CCPB enregistre plus de 16 millions € d'investissement pour 2021, soit le double de l'année précédente. Une grosse partie comprend le chantier de Meisenthal, qui à l'heure actuelle n'est pas encore soldé. La CCPB a aussi présenté ses 3 budgets annexes, CIAV, très haut débit et ordures ménagères. Côté CIAV, les travaux n'ont pas empêché le site de bien fonctionner, rien que ses ventes de marchandises représentent plus d'1,5 million €. Avec l'ouverture du musée dans les prochaines semaines et l'embauche de nouveaux personnels, le budget ne sera pas le même en 2022. Le budget THD excédentaire, lui aussi, a noté que l'excédent de l'exercice précédent avait été alloué à l'investissement. Cette année, il est affecté au compte réserve. Enfin, le budget des ordures ménagères affiche un excédent de fonctionnement de plus d'1,6 million €, un chiffre qui s'explique par des postes de dépenses non encore soldés, comme les 445 000 € investis pour les nouvelles poubelles de tri. Merci Catherine pour ce résumé complet. Il s'agissait du point 3 de la réunion, une présentation qui a fait l'objet de nombreuses contestations. Ça a duré plus de 2 heures. Et qu'est-ce qui a été reproché ? Plusieurs choses, Uranie. Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn, est revenu sur les charges de personnel qui ont augmenté de 320 000 € en un an. Le président David Suc a répondu qu'il a fallu recruter dans les services de numérique pour la gestion du très haut débit et du réseau Tubéo. La reprise du Simserhof et son personnel en régie directe a également un impact, ou encore tous les remplacements réalisés durant l'année. Plus généralement, c'est un reproche de transparence qui a été exprimé. Pour certains élus, il n'y a pas suffisamment de documents communiqués en amont des réunions. Un reproche d'ailleurs qui est fait de manière récurrente par les opposants de David Suc. Le président leur a répondu qu'ils reçoivent tous les documents qu'ils demandent. Alors, quel est le résultat du vote finalement ? Pour ce point 3, il y avait 16 voix contre et 2 abstentions sur un total de 67 voix, ce qui est tout de même conséquent, Uranie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, il y a eu la validation des comptes administratifs de chaque service de la Comcom. Alors qu'est-ce que c'est par rapport au compte de gestion ? En fait, c'est le résultat financier qui découle de cette première présentation, service par service. Donc voici le résultat des votes. Pour le service général, il y avait 15 voix contre et 0 abstention. Pour le CIAV de Meisenthal, il y avait 4 voix contre et 1 abstention. Pour le très haut débit, le point a été adopté à l'unanimité, ce qui est surprenant. Et pour les ordures ménagères, il y avait 17 voix contre et 0 abstention. Donc on note qu'il y a quand même de sacrées différences en fonction des services.
Alors on l'a vu dans le résumé, le résultat de la collectivité est positif. C'est quoi l'enjeu maintenant ? Alors oui, Uranie, le résultat est positif, mais attention, il est grâce aux excédents réalisés les années précédentes. D'autre part, certaines factures n'ont pas encore été payées et sont reportées sur l'année suivante. Ce qui a donc été présenté hier soir va encore évoluer durant l'année. L'enjeu, c'est la capacité d'autofinancement en fait, de la collectivité qui risque de baisser, c'est-à-dire ses fonds propres. Si elle n'en a pas suffisamment, elle devra emprunter. Et si la Comcom emprunte, elle devra augmenter ses recettes. Et ça passe souvent par une augmentation de la fiscalité. En effet. Alors comment s'est achevée la séance ? Alors le dernier point à l'ordre du jour, c'était le débat d'orientation budgétaire 2022. D'abord, il y avait un rapport présenté par un cabinet spécialisé, le ROB, rapport d'orientation budgétaire. C'est un document qui présente les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, à la fois en fonctionnement et en investissement de la collectivité. Il a également fait état de la conjoncture actuelle au niveau national. Je vous propose d'écouter un extrait de cette présentation. 2021 est une année de rattrapage avec une forte croissance du PIB, pas moins de 7%. Tout ça a été obtenu grâce à des mesures de soutien qui ont été mises en œuvre par l'État. Le problème, et ça me concerne directement, c'est que cette reprise économique se traduit par toute une série de désordres qui aboutissent à une forte augmentation des prix. Les achats des collectivités territoriales sont plus exposés aux évolutions de prix que les achats des agents économiques ordinaires, des ménages en particulier. Les collectivités sont donc plus impactées que les ménages par la crise sanitaire, mais paradoxalement, elles s'en sortent bien parce que les recettes fiscales ont augmenté. Uranie, tu sais que la taxe d'habitation a été supprimée pour la plupart des ménages. À la place, la Comcom touche une fraction de la TVA. C'est une conséquence qui est positive financièrement, mais la collectivité contrôle moins ses recettes puisqu'elle ne peut pas fixer la hauteur en fait, de cette taxe. Aujourd'hui, la Comcom du Pays de Bitche ne peut agir que sur 23% de ses recettes. Bon, et alors, est-ce qu'il y avait autre chose dans ce rapport ? Oui, déjà l'information suivante, c'est que le plus touché par la crise sanitaire, c'est finalement l'État. Ça signifie qu'un effort financier va être demandé aux collectivités, comme les municipalités ou les EPCI. Ce n'est pas officiel, mais on parle déjà d'économiser 10 milliards d'euros, ce qui est énorme. Nos collectivités locales seront donc aussi impactées et risquent donc d'avoir des répercussions sur le contribuable, malheureusement. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Sur une note plus positive, quels sont les projets de la CCPB en 2022 ? Ils sont nombreux, Uranie, et beaucoup sont dans la continuité de 2021. Du côté du développement économique, il y a des travaux d'aménagement de la zone commerciale de Rohrbach qui sont prévus à hauteur de 2 280 000 euros. Travaux toujours, mais cette fois dans la zone d'activité de Rohrbach pour 200 000 euros. Et encore à Rohrbach, la construction d'un bâtiment relais pour les entreprises à hauteur de 1 400 000 euros. Il y a également une proposition d'aménagement de l'accès à la zone industrielle de Bitche qui a été proposée, mais ce n'est pas encore chiffré. Alors on parle économie, est-ce qu'il y en a d'autres Qu'en est-il des autres compétences de la collectivité ? Je vais y arriver. Il y en a beaucoup, effectivement, des compétences. Côté tourisme, par exemple, il y a encore le réaménagement du site verrier de Meisenthal pour 5 millions d'euros. Et à proximité du site verrier, la collectivité souhaite également mettre en place un centre d'accueil, notamment pour les artistes, un espace commercial partagé et réaménager également la place Émile Gallet pour un total de 1 420 000 euros. Il y a également des travaux de réaménagement prévus au moulin d'Eschviller pour près de 2 millions d'euros. Sans oublier le Simserhof qui fête ses 20 ans de réouverture cette année. Une étude pour une nouvelle muséographie est prévue avec des travaux pour 100 000 euros au total. Et enfin un projet de piste cyclable sur l'ensemble du territoire du Pays de Bitche qui est estimé à 8 400 000 euros. Eh bien, ça fait beaucoup de projets. Est-ce qu'on en a fait le tour ? Non, Uranie, on n'a pas fait le tour et je te jure que je ne les cite pas tous. Je vais encore en citer 3. La création d'un stand de tir à Bitche pour 3 400 000 euros. À Bitche également, la construction d'une nouvelle piscine est envisagée qui est estimée à 4 millions d'euros. Et enfin, l'acquisition par la collectivité d'un bâtiment, le bâtiment Saint-Alor à Bitche à hauteur de 450 000 euros. C'est un bâtiment en fait, qui est situé à côté du siège de la Comcom et l'objectif c'est d'y installer la future maison France Service. Tous ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Certains sont estimatifs et d'autres ne prennent pas en compte les subventions. Ça va donc encore évoluer.
Alors comment s'est passé le débat à la fin de ce conseil ? Justement, le point, c'était effectivement le débat d'orientation budgétaire, mais il n'y en a pas vraiment eu. Il y avait très peu d'interventions sur cette partie. Le point a été abordé entre 22 et 23 heures. Il a été soumis au vote et le résultat, c'est une abstention. Les élus seront appelés à se prononcer prochainement, puisque la prochaine étape, c'est le vote du budget primitif. Rendez-vous le 13 avril. Merci beaucoup David pour cet éclairage. On reste pour la suite dans le Pays de Bitche où 6 élèves de seconde du lycée Tessier participent à la catégorie « Je filme le métier qui me plaît » du parcours métier Howard. Leur film tourné aux Cristalleries de Saint-Louis est en ligne depuis ce matin. Catherine Henrich les a rencontrés. 15e saison de « Je filme le métier qui me plaît » et 3e participation pour le lycée Tessier de Bitche. J'aime beaucoup tout ce qui concerne la vidéo et le cinéma. Et puis ça m'intéressait de voir comment on filme et on monte. Depuis sa première participation au concours, le lycée travaille en partenariat avec les Cristalleries de Saint-Louis. Les métiers sont nombreux dans la manufacture et certains sont assez méconnus, comme celui choisi cette année. Ici, c'était le métier de potier et d'en faire un film d'environ 3 minutes pour présenter ce que c'est et les différentes spécificités de ce métier. J'ai filmé une fois qu'on était là-bas et le montage, je m'en suis moins occupé. Alors moi j'ai principalement filmé quand on était à Saint-Louis et j'ai fait le montage de la mise en pot. Les 6 élèves de seconde ont eu très peu de temps pour préparer leur film, 2 après-midi de tournage et des heures de montage avec l'aide de l'artiste Marc Telloc. Mon rôle c'était de leur apporter un petit soutien technique et de leur donner des outils professionnels, enfin d'essayer de leur donner un maximum d'outils professionnels pour leur permettre de faire une vidéo qui se rapproche plus d'une vidéo professionnelle que d'une vidéo d'amateur. Voilà. Avec des téléphones et des tablettes, un logiciel de montage auquel ils n'avaient jamais touché, les lycéens ont réalisé ceci. Ça s'est bien passé, on a utilisé le logiciel Filmora, c'était la première fois que je m'en servais et puis c'est assez intuitif. Pour remporter la compétition, le film a besoin de votre soutien. Vous pouvez d'ores et déjà voter sur le site parcoursmétier.tv. Et cette année, le groupe a une petite pression. En effet, les premiers participants de leur lycée ont remporté il y a 2 ans le clap de bronze. Un spectacle de marionnettes sur le thème de l'eau. C'était une animation proposée à Sarralbe pour les maternelles. Intitulée Aqualo, le spectacle avait pour but de sensibiliser ces jeunes à l'environnement. C'est un reportage de Morane Grancola. Dans le monde d'Aqualo, tout le monde vivait en harmonie grâce à une distribution équitable de l'eau entre les 4 royaumes. Mais un jour, le roi décida de prendre le contrôle de l'irrigation et entraîna des conséquences catastrophiques sur le monde. Son fils, le jeune Jérémie, prit donc l'initiative de contrer les plans de son père et de partir à la recherche de cette ressource vitale, l'eau. Ce spectacle de marionnettes a été créé par la compagnie de l'Ours Bleu, un spectacle pas comme les autres puisqu'il a pour objectif de sensibiliser les enfants aux questions environnementales. Sur fond de roues de moulin, les tableaux s'enchaînent au fil de l'histoire contée par Pierre Célici. C'est la municipalité de Sarralbe qui a offert cette prestation à ses élèves de maternelle. Une belle manière de véhiculer des valeurs écologiques à travers la culture. Je vous propose maintenant de faire escale au parc de Sainte-Croix pour la nouvelle saison qui démarre ce samedi 2 avril. Pour l'occasion, les visiteurs pourront admirer un nouveau pandarou, Zaya, une femelle de 8 mois arrivée le 16 mars dernier en provenance d'un parc hollandais. Après une acclimatation progressive dans les annexes du parc, elle a découvert son nouvel enclos. Sainte-Croix compte désormais 3 spécimens de cette espèce menacés dans son habitat naturel. C'est un reportage de Ghislain Schumacher. Voici Zaya, la nouvelle coqueluche du parc de Sainte-Croix. Cette boule de poil de 3,7 kg n'a pas l'air d'être intimidée par son nouvel habitat, réaménagé spécialement pour l'accueillir. Zaya nous a été confiée par le coordinateur du programme d'élevage européen des pandarous. Et donc il a décidé de nous placer cette petite femelle parce que pour le moment elle n'avait pas de place en reproduction. Et donc un jour, peut-être qu'elle pourra participer à la reproduction pour cette espèce-là.
Pour fêter son arrivée, les soigneurs lui ont concocté un menu de fête, principalement composé d'eucalyptus. Progressivement, Zaya apprend également à connaître ses deux autres congénères, Bao et Yingtao. Le parc participe à la préservation des pandarous depuis 2015. Leur enclos est d'ailleurs situé sur un sentier dédié à la biodiversité mondiale. Il est originaire d'un milieu qui est très menacé par la déforestation et le braconnage. Donc c'est vrai que d'avoir un animal aussi chou, c'est ce qui fait vraiment son grand rôle d'ambassadeur pour tout son milieu. Au-delà de l'accueil des pandas, le parc soutient également des ONG en Asie centrale pour tenter de sauver l'espèce. Aujourd'hui, seulement 10 000 spécimens sont répertoriés à l'état sauvage, un chiffre qui tend à la baisse chaque année. Le parc a créé un outil qui s'appelle le Fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité et qui permet à travers les dotations mais également les parrainages donc du public de soutenir des actions en faveur de la conservation, notamment une association qui s'appelle Red Panda Network et qui œuvre pour la conservation des pandarous dans la nature. Les financements du parc ont déjà permis de replanter 1250 arbres pour restaurer l'habitat naturel des pandarous. Pour soutenir ces initiatives, vous pouvez parrainer l'un des pandas via le site internet du parc. Depuis quelques jours, un vent de Finlande souffle à Sarreguemines. Zen, zone espace naturel, vient d'ouvrir un showroom de 90 mètres carrés au numéro 23 de la rue des Généraux Crémer. Pour le gérant Eric Gross, c'est l'occasion de faire découvrir sa gamme de produits et notamment ses bains finlandais et les différentes options possibles, tant au niveau du chauffage qu'au niveau des bus de massage. Et on aurait bien besoin d'en profiter avec ce changement brutal côté ciel. On regarde les prévisions météo et puis juste après on s'intéresse à la langue des signes chez les tout-petits. A tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, non vous ne rêvez pas et oui vous avez bien entendu, de la neige est attendue pour la fin de semaine. Prévue depuis plusieurs jours et annoncée pour le 1er avril, on pourrait croire à une mauvaise blague, mais toutes les chaînes de météo en parlent. Et au final ce ne serait pas la première fois qu'un épisode neigeux arrive aussi tardivement dans l'année sur notre secteur. Ces deux images datent respectivement du 7 et du 11 mars 2016, avec quasiment la même configuration qu'actuellement entre le ciel bleu de la semaine dernière et la neige annoncée. Et cette vidéo date du 22 mars 2018, ce qui se rapproche encore plus d'une fin mars comme actuellement. Et si vous aviez déjà enlevé vos pneus hiver, l'année prochaine, attendez peut-être le mois de mai. En tout cas, ce qui est prévu pour demain, c'est avant tout des averses de pluie et de neige mêlées sur l'ensemble du territoire qui pourraient évoluer vers des averses de neige au fil des heures avec une possibilité de tenue au sol à certains endroits. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Hugues et il fera jour de 6h12 à 20h05. Passez tous encore une excellente journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Platt et des langues pour la 24e édition du Miret de Platt. Le Platt se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour gagner en autonomie, pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien, AVS Médical a la solution. Grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires, nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences. Disponibles dans vos magasins, sur rendez-vous et sur devis.
AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le temple des gourmands et des gourmets. Associer le geste à la parole, un adage qui prend tout son sens lorsqu'on parle de langue signée. Il en existe une spécialement destinée aux bébés, une manière d'apprendre aux tout petits à s'exprimer avant même de savoir parler. Exemple à Metz, où toutes les crèches l'ont adoptée, comme a pu le constater Anne-Sophie Gross. Dans cette crèche messine, les enfants savent signer avant de parler. Une méthode venue des États-Unis et qui se pratique en France depuis 2006. À Metz, la petite enfance fait partie des grandes préoccupations de la municipalité. C'est pourquoi la ville a choisi d'instaurer la communication gestuelle au sein de ses 15 crèches. Le bien-être des tout-petits est quand même un projet phare, sachant que c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on sait maintenant, grâce au rapport des 1000 jours, que les premiers temps de la vie du petit sont très importants pour son développement, pour l'acquisition de plein de compétences. S'il y a quelques années, cette pratique était encore marginale, elle s'est depuis largement répandue et elle est très facile d'accès. Je trouve ça assez simple, surtout que notre volonté n'est pas non plus de faire un dictionnaire de mots pour les enfants et de signes. L'intérêt, c'est vraiment de comprendre leurs besoins primaires. Donc chez un tout petit, ce qui va être intéressant, ça va être de nous savoir quand il va dire qu'il a faim, quand est-ce qu'il a envie de boire, quand est-ce qu'il a envie qu'on lui change d'accouche. Autant les parents que nous, en tant que professionnels, on va pouvoir répondre à ses besoins de manière précoce en final. Répondre aux besoins de l'enfant, mais aussi se mettre à sa hauteur ou attendre de capter son regard avant de signer. Tous ces facteurs favorisent une communication bienveillante en plaçant le tout petit au cœur du processus. Et puis apprendre à signer avec son enfant, c'est aussi lui permettre d'apprendre plus rapidement le langage oral. Une fois que l'enfant va être en capacité réellement de pouvoir parler, la parole va prendre la place du signe de manière tout à fait naturelle, sans aucune difficulté au final. Et en plus, alors il y a des études qui ont été faites qui prouvent que les zones du cerveau qui sont stimulées dans le cadre de la communication gestuelle sont les mêmes que les zones du langage. Et au final, on s'aperçoit que c'est souvent des enfants qui vont parler très tôt et très bien. La communication gestuelle peut se pratiquer dès la naissance et les parents peuvent aussi l'apprendre par eux-mêmes. Livres, vidéos sur internet ou encore ateliers, de nombreuses options sont disponibles. Et parmi les vidéos à retrouver sur internet, il y a bien sûr nos reportages et nos émissions. Je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à demain pour le dernier journal de la semaine. Très belle journée.